Demander à mes collègues de nous rejoindre, ça y est, ils l'ont déjà fait, donc formidable. Et puis on va donc pouvoir discuter un peu sur ces différentes communications. Alors peut-être commencer par des questions à Brigitte Ouaché. Moi, j'étais très intéressé par ce que tu évoquais tout à l'heure, et notamment cette dévotion mariale qui est extrêmement importante et qu'on peut relier peut-être à un contexte plus général. 1870, c'est aussi l'apparition, la mise en place par Vatican I du dogme de l'Immaculée Conception. Est-ce que Non, non, non. cette dimension-là, non? Je fais une erreur en disant cela? Vas-y. Non, continue, continue. Est-ce qu'il y a un lien éventuel entre... Enfin, je sais que c'est un choix en partie politique du Vatican, hein, après la perte des États pontificaux, mais est-ce qu'il ne se fonde pas aussi sur cette foi et cette dévotion mariale qui est présente dans la société, alors française, mais également européenne? Alors, excuse-moi, j'ai dit non parce que la définition de l'Immaculée Conception, c'est antérieur, mais c'est vrai que forcément, c'est 54, mais après 54, bien sûr, la dévotion se développe de plus en plus. Le 19e siècle, en France, est très marqué par la dévotion mariale. Ça, c'est un phénomène évident. D'ailleurs, l'apparition de Pontmain intervient après d'autres apparitions qui ont marqué le 19e siècle en France, celle de la rue du Bac en 1830, celle de la Salette en 1846, si je ne me trompe, et celle de Lourdes en 1858. Donc il y a quelque chose qui précède même, qui précède, je pense qu'il y a un événement qui, si tu veux ça en rapport avec, si je comprends bien, la perte du pouvoir temporel. Hmm. Oui, c'est ça, Mais c'est un peu l'idée. Bon, 1854, en effet, j'avais un peu avancé, retardé la date. Et il y a un moment où tu évoquais justement le questionnement fait auprès des prêtres de l'intervention divine, finalement, pour arrêter la guerre. Et on retrouve ça, évidemment, pendant la Grande Guerre, ce questionnement sur l'intervention des éléments religieux. Et est-ce que c'est un momentané, ce questionnement de la foi? Est-ce qu'il a laissé des traces ensuite dans les années qui suivent? Ou est-ce que finalement cette apparition n'est pas aussi un moyen de lutter contre cette tentation de se dire que Dieu n'intervient pas dans dans les choses humaines et dans les événements de la société? alors, je ne sais pas si je comprends très bien ta question. Euh, Parce que tu, je pense qu'il est très classique que soit mise en rapport le, comment dire, les calamités, qu'il s'agisse des guerres, des épidémies, des difficultés que peuvent rencontrer les sociétés. Alors, mise en rapport avec l'intervention ou la non-intervention divine, je pense que c'est un phénomène très, très classique dans les mentalités. Alors, je ne sais pas si c'est autour de ce thème-là que tu voulais poser C'est une cette question. dimension, c'est-à-dire que comme l'a montré Guillaume Cuchet pour la Première Guerre mondiale, il y a évidemment un questionnement très important et notamment par rapport évidemment à la mort de masse pour la Première Guerre mondiale, la fin du purgatoire d'une certaine manière. Est-ce que 1870 marque déjà une forme d'étape vers cet éloignement par rapport à des éléments de ce type qui sont structurants dans la religion catholique et dans la foi à l'époque? Il faudrait effectivement une étude d'ensemble plus sur la longue durée. Je ne sais pas si c'est une étape plus importante que les. J'ai du mal à me prononcer de manière catégorique là-dessus. Alors, en tout cas, la lecture religieuse, tu as évoqué un aspect qui me semble important, c'est notamment le fait que
en particulier chez les catholiques, la défaite va être vue comme la représentation d'une faute des Français. Et on pense évidemment à la basilique de Montmartre, qui est érigée pour marquer cette volonté de rédemption. Donc ça, c'est une dimension qui semble être importante comme une trace du traumatisme finalement que représente la guerre de 70. Oui, très important. Oui, oui, c'est très important. Alors, dans Montmartre, je pense qu'il n'y a pas que la question de la guerre, il y a aussi la question politique, hein, la question de. euh, on est dans un contexte aussi de mobilisation, de mobilisation de la réaction catholique, hein. Donc, il y a toute cette dimension à la fois de volonté d'expiation, mais l'évolution politique de la France paraît peut-être aux yeux d'un certain nombre de catholiques comme le signe d'une certaine infidélité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'un rejet finalement, d'un détachement, en tout cas du soutien au pape principalement. Du soutien divin, tout simplement, enfin d'une fidélité chrétienne. Très bien. On passe d'une société chrétienne, enfin on passe d'une société encore très marquée par le christianisme à une société qui progressivement s'en détache. Donc il y a une prise de conscience de cette idée. L'idée se développe d'une infidélité de la France à sa vocation chrétienne, je dirais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Brigitte? Juste une petite question, éventuellement très rapidement, sur le rejeu éventuellement de Pontmain en 1914, alors par exemple au moment de la Marne, ou en 1916 au moment de Verdun. Est-ce qu'on arrive à percevoir éventuellement une nouvelle mobilisation de cette possible intervention de la Vierge aux côtés de la France lors de ces moments de menaces particulières pour la France? Enfin, je pense qu'il y a, enfin, j'ai relevé un certain nombre, j'ai relevé un certain nombre d'allusions qui montrent que, effectivement, il y a un certain, il y a effectivement un certain, enfin, l'attitude qu'il y a eu à l'égard au moment de la guerre de 70 et de l'apparition de Pontmain et de ses rapports avec la guerre de 70, il y a quelque chose qui se reproduit pendant la Première Guerre mondiale, hein. Il y a un certain nombre d'éléments, de comparaisons qui sont prises dans les déclarations. J'en ai cité une ou deux dans l'intervention. Et de toute façon, il y a, c'est sûr, à travers la guerre, pendant cette période de guerre, un renouveau ou bien un développement très fort de la dévotion mariale, là aussi, parce que la Vierge est invoquée comme protectrice dans cette période de guerre, dans cette période très douloureuse. Alors, Jean-François Lecaillon, j'ai beaucoup de questions qui me sont venues en vous écoutant. Vous montrez des cartes postales, et donc je me demandais dans quelle mesure ces œuvres qui sont présentées au salon sont diffusées, popularisées. Est-ce qu'on arrive à savoir de quelle manière elles ont pu être ainsi des éléments représentés dans la société en général, oui, alors là, c'est très compliqué. Alors surtout la carte postale, parce que la carte postale telle qu'on a vue tout à l'heure, elle est très tardive. La carte postale est inventée pendant la guerre de 70, hein, mais la carte postale illustrée, je crois que c'est de 1905. Mais donc c'est très tardif, mais ça est exploité effectivement par ceux qui veulent essayer de proposer un modèle, un exemple en vue de la revanche. Ceci étant, ce n'est pas non plus forcément le discours dominant. Hein. Et utiliser, même si vous êtes touriste de l'époque, envoyer une carte postale, ce n'est pas forcément une carte postale de la guerre de 70 que vous allez envoyer. Hein. Donc il faut toujours là aussi poser la question de, oui, on fait des cartes postales, elles sont diffusées, c'est important, mais quelle est la réception? Hein. Et c'est une question d'ailleurs qui se pose aussi dans les écoles. Hein. On parle beaucoup de l'image des héros de 1970, j'en doute beaucoup. Et surtout la réceptivité, parce qu'il y a l'émission du document
et il y a la réception par le public qui reçoit ce type de carte postale. Donc je crois que c'est ambivalent. C'est toujours la bataille des mémoires qui est en jeu et qui mérite, pour moi, réflexion actuellement. Et puis la difficulté, c'est d'arriver même à quantifier, parce qu'on n'a Ah oui, pas les tirages tout à de ces fait. cartes Non, postales. alors j'avais fait une recherche comme ça sur les collections qui sont sur Internet de cartes postales pour essayer d'évaluer le poids des cartes postales qui représentent la guerre de 70 par rapport à d'autres sujets. Ben, c'est très peu. Alors, je ne donnerai pas de chiffres parce que ces chiffres ne peuvent pas être pertinents parce qu'on ne sait pas sur quelle base ces cartes postales sont diffusées, rediffusées, achetées, envoyées. On ne sait simplement qu'il y a tant de proportions de. Donc, les chiffres, pour l'instant, j'ai rien à dire. Ouais. Mais je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que cet esprit de revanche doit être revisité, nuancé. Vous l'aviez montré dans votre livre sur le souvenir de 70, où on voit que cette construction-là se met en place plutôt pendant la Première Guerre mondiale, et notamment pour justifier la durée de la guerre au-delà de... Et toujours dans la relecture a posteriori. Voilà. Ouais. C'est ça le gros dilemme de la question, c'est que parfois, toute l'image qu'on a sur le revanchisme, qui existe, hein, il est indéniable, il est fort, il est puissant, mais est souvent une mémoire qui est postérieure à la Grande Guerre, et qui est un récit a posteriori qu'aujourd'hui on fait mémoire. On dit, ah oui, il y avait le revanchisme à cette époque-là. Mais c'est les frères Marguerite qui vous disent, mais non, les jeunes ne savent rien. Vous allez me dire que c'est un discours qu'on entend dans... Alors, une deuxième chose également, vous évoquiez cette mémoire nationale d'une armée de la Loire, et vous disiez la question se pose. Alors, en quoi ça s'inscrit dans une mémoire nationale? Alors, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que ce que l'on observe sur le petit panel, 60 tableaux, c'est quand même pas beaucoup, et encore, j'en ai que 41 que je peux vraiment analyser. Ça correspond à ce que je vois sur d'autres thèmes. Il n'y a pas de différenciation très nette. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez représentatif de ce qui se peint, de ce qui se dit, de ce qui se construit au niveau national. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors il y a une évolution intéressante qui se met en place, à mon sens, à partir du centenaire. C'est d'une certaine manière une forme de patrimonialisation de certains de ces peintres. C'est le cas de Lionel Royer dans le département de la Sarthe, c'est le cas de Basile pour le Loiret. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de figures qui finalement sont utilisées au niveau territorial pour représenter la guerre de 70? Je n'ai pas fait assez d'études locales. Ouais. Hein. Là, pour Belfort, j'ai essayé de travailler sur est-ce qu'il y a une mémoire belfortine originale. J'arrive à la conclusion que oui. Mais parce que Belfort peut se targuer d'être la ville qui a tenu. Donc la mémoire va être complètement différente. Il y a une autre chose qui m'a frappé, votre question me le fait venir à l'esprit, toutes les commémorations que nous avons pour les 150 ans sont essentiellement régionales. Oui. À Paris, nous avons eu un colloque à Polytechnique, c'est tout. Oui, et dans ce sens-là, d'ailleurs, il n'y a pas de mémoire parisienne. Il y a une vraie continuité sur la forme commémorative depuis 150 ans. Ça a été la même chose au moment du centenaire en 1970-71. Et c'est ce qu'avait bien montré aussi l'ouvrage dirigé par Pierre Allaurent et Walter Badier sur les mémoires régionales. Voilà. On voit bien que l'État ne s'empare pas de cette commémoration. À Paris, si vous voulez, la mémoire régionale qui s'exprime à Paris, c'est à Champigny, à Sucy-en-Brie. C'est-à-dire, c'est de la banlieue. C'est là où ont eu lieu d'ailleurs les combats du mois de décembre. Mais c'est très symptomatique du profil de la capitale. Qui n'a pas c'est pour ça que je m'étais posé la question de savoir s'il y avait une influence des 8 locaux sur l'ensemble. Mais je n'ai pas de réponse absolue parce que mon panel est trop petit. Ouais. Mais ça vaudrait la peine d'essayer de creuser la question. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, ou Brigitte Ouachet, à poser à Jean-François Lecaillon Oui, Yann. Une petite question sur un point que vous avez soulevé. Alors, il n'y aura pas forcément de réponse, mais c'est sur l'absence de l'armée de Bretagne, l'absence de Conly dans ce corpus. Est-ce qu'il y a Je n'ai pas d'explication parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en cherchant. Bon, peut-être parce que précisément l'armée de Bretagne, il n'y a pas de campagne. Donc les peintres cherchent d'abord à montrer le soldat dans ses meilleurs moments, ou de rendre un hommage. Alors, je voulais rendre hommage du camp de Conly.
C'est pas. Alors vous avez des gravures, hein, vous avez tout ce que vous voulez, mais les peintres se sont pas attachés à ça. Un peu comme De Taille ne peint pas la campagne de la Loire. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Oui, moi j'aurais une petite. Pareil, c'est plus une réflexion qu'autre chose. Je suis pas très à l'aise quand vous évoquez le terme de revanche, parce que le terme de revanche est quand même agressif. Oui. Et il ne correspond pas à ce qu'on sait de l'historiographie sur un patriotisme défensif. Et par contre, moi, toutes les peintures que vous avez montrées, elles me semblent souligner une dimension plus militaire, mais qui est finalement très philosophique et morale au premier sens du terme. C'est la puissance du choc sur le feu, c'est les vertus morales. L'analyse de, alors j'ai oublié l'auteur, mais du tableau où vous disiez c'est pas une retraite, c'est un défilé, et puis on a abandonné la neige, on est en plein là-dedans. Et ça me semble important, ça me semble dire ce qu'est cette France de 1914 finalement, puisque c'est bien ça le point de focal qu'on a tous en tête, où on est citoyen, uniquement les hommes bien évidemment, et qui est moins un électeur qu'un soldat en puissance, prêt à prendre les armes en cas d'attaque. C'est hyper important, c'est pour ça que le terme... Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai utilisé uniquement pour mieux amener ma réflexion sur la non-représentation qui consiste à dire, attention, derrière le revanchisme dont on parle beaucoup aujourd'hui encore, il y a tous ceux qui sont sur une revanche par d'autres moyens. C'est la politique des opportunistes, bien entendu, dans les années 80, mais c'est aussi ce que moi j'appelle la revanche symbolique de l'exposition universelle de 78. Quand on regarde la presse à l'époque, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est Victor Hugo qui parle d'une année mémorable, parce que la France s'est redressée. Et cet redressement suffit à beaucoup de Français qui disent, bon voilà, on a eu une défaite, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, si vous me permettez le parallèle. Et voilà, la revanche est prise, et on a les meilleurs artistes, dit Renoir. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre marque. Évolue dans l'historiographie et Oui. est important Mais de il faut le souligner. toujours un petit peu se méfier aussi du discours qui défend l'idée qu'il y avait un revanchisme fort. Ouais. Il était fort, mais il n'était existe, pas mais dominant. dans certains milieux, en Dans fait, certains en milieux, effet, il n'est pas plutôt, dominant. oui, Il est pas Et, dominant. c'est une certaine période. Enfin, Et il y a une chronologie. il ne faut en pas effet, oublier qu'il y a 44 ans entre les deux conflits. Ouais, Mais ouais, 40 ouais. C'est bête à dire, mais c'est long, 44 ans. On a un regain notamment vers 1895 et puis vers 1910 également, mais qui ne concerne pas en effet l'ensemble de la population. Voilà. Alors Jean-François Tanguy nous rejoint et puis a une question. Allez-y. C'est moins une question que de rebondir sur ce qu'a dit sur la revanche. Quand on regarde les plans de l'état-major, hein, du plan 1 au plan 17, on s'aperçoit qu'eux-mêmes, pendant 40 ans, ils ne savent pas s'il faut faire la revanche ou pas. Il y a des plans offensifs et des plans défensifs. Et souvent, d'ailleurs, quand on change de plan, c'est le plan qui est jeté à la poubelle était offensif, ça devient un plan défensif, et réciproquement. Donc, il n'y a pas plus de 40 ans, 45 ans, il n'y a pas de politique déterminée du grand état-major pour savoir s'il faut faire la revanche ou pas, quoi. Donc, Et pour aller dans ton sens, je dirais que la porte de sortie, c'est l'Empire. C'est l'aventure coloniale. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Alors, pour terminer sur les communications, alors, notamment sur ces grandes manifestations du 11 novembre 1920, il y a un élément, évidemment, alors, qui est absent, et peut-être l'est-il réellement en Bretagne, c'est Gambetta, puisque, certes, on va inhumer le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, mais on porte aussi le cœur de Gambetta à la Madeleine. Et est-ce que c'est évoqué dans la presse ou est-ce que c'est justement un élément qu'on va plutôt mettre de côté parce que Gambetta étant fondamentalement un républicain et dont le souvenir est pas, on l'a vu ce matin, a été longtemps un peu décrié, finalement il n'est pas utile d'en parler. C'est évoqué dans la presse au titre des actualités nationales. Voilà. Donc c'est décrit, mais il n'y a pas de discours. Alors sous réserve d'inventaire, mais là aussi, il faudra poser la question de la représentativité du corpus, quand même on trouverait. Il n'y a pas de discours spécifiquement breton sur Gambetta. C'est pas, voilà, c'est une chose passée, ça ne fait pas débat. Et là aussi, il y a un ancrage plutôt finalement régional de cette expérience, du rappel de 70. Est-ce qu'à un moment on évoque ce qui se passe le 4 septembre 70 dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine, ou est-ce qu'on en reste à une représentation des faits à l'échelle nationale ?
Il y a quelques évocations, mais ça reste extrêmement parcellaire. C'est ce qu'on avait montré dans un ouvrage collectif qu'on avait dirigé avec Yann et l'ami Michael Bourlet. À 14-18, on est dans l'emboîtement de la petite patrie dans la grande, qui fait suite au discours, je renvoie aux travaux notamment d'Anne-Marie Thiès, à toutes les représentations qu'on a pendant la Troisième République. Et en 1920, on a la même chose. C'est une question de logique. Pourquoi sortir de cette grande patrie alors qu'elle-même est vainqueur de la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité? Ça n'aurait pas de sens. Donc 1870 est compris dans ce chemin-là, mais comme un point de départ, puisqu'il ne parvient pas à dire le monde d'alors. La nouvelle guerre, parce que ça pose la question. Alors, l'historiographie a beaucoup travaillé sur la question de la culture de guerre. Maintenant, on essaye d'évoluer et d'aller sur les cultures de paix et d'essayer de voir culture au sens de grille de représentation du réel en cours. Hein. Je prends la définition de John Horn et d'Alan Kramer. La question, c'est de savoir comment est-ce que, c'est un des chantiers historiographiques du moment, comment est-ce que les gens se comprennent en 1920. Suivant l'opinion, il n'est pas certain qu'ils soient totalement en guerre, suivant qu'ils soient plus ou moins catholiques et qu'ils aient plus ou moins peur des communistes, pour faire simple. Mais dans tous les cas, 1870 est inopérant. Si, il y a bien la Commune de Paris, mais ça ne fait pas l'actualité, et y compris dans les mémoires locales. Par exemple, les socialistes finistériens ne reviennent jamais sur la Commune de Brest en octobre 1870. Bon, vous me direz, c'est un échec, d'accord, mais... Alors pour évoquer le thème de la journée d'aujourd'hui, cette question des marges, alors juste un exemple qui est intéressant en 1920. Donc il n'y a pas eu de combat évidemment en Bretagne, mais au Mans, la municipalité donc en 1920 demande par délibération du conseil municipal à ce que parmi les réparations qui sont faites par l'Allemagne soit rétrocédé l'argent qui a été pris en 1870. Et donc on demande le remboursement des 2 millions de francs qui ont été pris au moment de l'occupation de la ville. Donc on voit bien ici que la trace traumatique ou mémorielle et cette idée de réparation de la défaite par la victoire est présentée jusqu'à la décision et à l'échelon municipal. Est-ce que vous avez une dernière question ou... Non, donc on va peut-être clore cet après-midi sur vos interventions et je vous remercie vivement pour les questions apportées, Brigitte également par visioconférence. Donc on s'arrête pour cet après-midi. Vous pourrez retrouver donc cette journée d'études sur Internet puisqu'elle a été enregistrée, donc elle reste disponible. Je vous rappelle 2 choses. D'abord, que vous pouvez suivre toujours sur Twitter, sur donc @Bataille du Mans, la Bataille du Mans en live, heure par heure, 150 ans après. Hein, donc ce compte Twitter qui est nourri par les étudiants de master en histoire de l'Université du Mans. Et puis, comme je l'ai évoqué ce matin, si vous voulez poursuivre votre réflexion et en ayant des objets de l'époque sous les yeux, je vous invite à visiter le musée de Loigny, donc près d'Orléans, au nord d'Orléans, qui rouvrira, on l'espère, le plus prochainement possible. Et donc voilà, c'est un des lieux importants dans l'Ouest qui permet aujourd'hui de montrer des objets, de réfléchir sur cette guerre de 1870-71. Pour l'heure, je vous laisse l'antenne, si je puis dire. Je ne vais pas dire à vous Cognac Jet, mais presque. Et j'invite ceux qui sont au Mans à rejoindre les animations culturelles qui sont organisées pour rappeler l'histoire de la bataille du Mans et donc de la guerre de 1870-71 et bien sûr la naissance de la République. Merci en tout cas pour votre attention et au revoir et à bientôt peut-être pour d'autres événements scientifiques de ce type.